Katia, merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre un moment pour discuter aujourd'hui avec nous de la situation présente avec le COVID. Donc, aujourd'hui, on a quelques petites questions pour toi. Quels sont les services de la YWCA Québec et comment c'était à la YWCA Québec avant la crise du COVID? Oui. Dans les services qu'on offre, je pense qu'un des volets majeurs, c'est l'hébergement pour les femmes, femmes et enfants. Donc, pour les femmes victimes de violences, pour les femmes en grande difficulté, femmes itinérantes. Donc, c'est vraiment une clientèle avec de multiples problématiques. Donc, on a 60 chambres sur place. On a un bloc de 18 logements aussi. Et on accompagne ces femmes-là à la WAI, à l'hébergement externe et aussi dans d'autres logements. Donc, on accompagne quand même beaucoup de femmes en retour au logement. On a aussi tout un volet leadership des femmes et des filles. Donc, au niveau, entre autres, des filles, on fait des activités dans les HLM, dans les écoles, des activités sur place à la WAI aussi. Et on a aussi un volet, nous on appelle loisirs et vie communautaire, mais qui est vraiment des activités, oui, de loisirs. On a une piscine, on a des gymnases, on a beaucoup d'activités à ce niveau-là. C'est vraiment très, très actif toute la journée. On a aussi une boutique de seconde main des vêtements, des objets de seconde main, mais qui est aussi tout un volet de vie communautaire, de briser l'isolement. Donc, on a une centaine de personnes par semaine qui viennent donner du temps dans cette boutique-là. Puis, ce qui est très particulier dans notre cas, dans le secteur où on est à Québec, c'est un des quartiers où la population est la plus âgée au Canada. Oui. Alors, nos bénévoles sont beaucoup des femmes de plus de 70 ans, donc qui sont très touchées actuellement là, par la situation là, du COVID, par le confinement aussi. Puis, j'imagine qu'avec la situation du COVID, vous avez vu les services aussi changer un peu, étant donné qu'il y a des services que vous ne pouvez plus pour l'instant donner. J'imagine aussi qu'au niveau de l'hébergement, vous avez vu une différence. Oui, c'est certain qu'en partant, nous, tout est dans le même édifice. Donc, en partant, dès le début, tout le volet loisir a été complètement arrêté très, très rapidement. Dès le premier jour, on a arrêté les loisirs, le bénévolat, entièrement des boutiques. On a toute l'équipe, autre que ceux qui donnent des services sur place, se retrouve en confinement. Donc, on s'est adapté très, très vite quand même parce qu'on voulait garder contact avec les gens. Donc, très rapidement, il y a quand même eu des services qui se sont mis en place, qui se font à distance. Donc, on a des bénévoles avec qui on a des contacts qui font certaines choses. Centre filles, on fait des groupes à distance, on fait de l'entraînement en ligne pour notre volet plus loisirs, mise en forme. Au niveau de l'hébergement, c'est certain que l'hébergement continue sur place, mais avec beaucoup, beaucoup d'adaptations. Nous, les femmes cuisinaient elles-mêmes sur place. On a dû fermer les cuisines parce qu'on n'est pas en mesure de respecter la distanciation. Donc maintenant, on fournit 840 repas par semaine. Donc, il faut vraiment fournir les repas, déplacer des choses de lieu, limiter les accès, beaucoup de choses au niveau sécurité. Fait que ça impliquait aussi d'avoir du personnel supplémentaire pour assurer la sécurité, pour assurer les repas, la logistique entourant ça, parce que oui, on reçoit beaucoup, beaucoup de nourriture, mais ça prend des gens qui le trient, qui le rangent, qui le rangent, qui cuisinent. Fait que tout ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Aussi la dynamique là, sur place. Là. Oui, j'imagine. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'adaptation pour un organisme de justement changer tous ses services durant cette crise-là, c'est certain. Donc, comment la YWCA Québec répond-elle aux besoins de la communauté sous la crise du COVID? On en a parlé un peu. Vous avez changé quelques façons d'offrir vos services, mais est-ce qu'il y a d'autres façons auxquelles vous répondez aux besoins de la communauté? Bien, c'est vraiment dans l'adaptation à donner nos services qu'on a continué à aider la communauté. On aide aussi un organisme de façon
plus particulière là, au niveau alimentaire, parce qu'on n'est pas le seul qui donne n'importe repas. Donc, on a ce volet-là. Mais c'est vraiment concentré dans notre offre à distance, puis dans comment on adapte sur place là, avec les femmes. Puis, est-ce que, dans le fond, à quoi ça ressemble aujourd'hui après 7 semaines de crise? J'imagine que vous avez vu aussi vos services changer durant les dernières 7 semaines. J'imagine qu'au début, ce n'était pas nécessairement pareil que ça l'est présentement. Donc, à quoi ça ressemble aujourd'hui? C'est vrai qu'en 7 semaines, ça a beaucoup, beaucoup changé. Je dirais les 5 premières, principalement parce que le gouvernement donnait des consignes, changeait les consignes, ça se resserrait. Donc, on faisait un pas, on renforçait encore les choses. Pour donner une idée, nous, les intervenantes sont au même étage que les résidentes. On a 4 étages de résidence. En ce moment, tous les services d'intervention se font au rez-de-chaussée. Donc, on a vraiment limité les aussi pour limiter les contacts avec les femmes. Je dirais qu'après cette semaine, on a trouvé là, depuis à peu près une semaine ou deux une certaine stabilité dans ça. Je pense que les nouvelles changent, nos façons de faire se sont adaptées. On a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation aux femmes, aux intervenantes, aux équipes d'accueil de maintenance. Là, je pense qu'on a comme trouvé un air d'aller. On sait que ça va changer, que là, on risque d'avoir les masques obligatoires, d'autres choses aussi. Le confinement, Québec est en train de se desserrer aussi. Ouais. Les écoles débutent dans moins d'une semaine au primaire, à la garderie. Fait que ça aussi, ça ramène d'autres choses. Ça demande d'informer beaucoup, beaucoup nos résidents, beaucoup l'équipe. Mais je pense qu'on a comme trouvé un air d'aller. Assez pour commencer à mettre des choses en place pour ce que je veux appeler l'après, là, ou la continuité dans un contexte de COVID pour les autres services. Comment faire vivre ces services-là ensemble dans le contexte où notre clientèle peut être assez âgée, peut être à risque. C'est pas une clientèle qui a en partant des bonnes conditions physiques ou mentales. Ça allait déjà pas bien quand ils sont arrivés chez nous. Fait qu'on a énormément de choses à faire. Aussi dans le support, là. L'anxiété était là, est encore plus grande, la détresse est encore plus grande. Donc, on a vraiment... je pense qu'on a trouvé un air d'aller là-dedans. Puis, c'est vrai ce que tu dis, en fait, qu'il y a aussi le après-COVID. Dans le fond, ça va changer aussi certaines façons qu'on va interagir, qu'on va agir dans nos services également, étant donné que ça a eu un impact sur tout le monde. Puis, ça nous fait aussi réaliser des fois peut-être que des façons de faire n'étaient pas nécessairement les bonnes ou il y a certaines choses qu'il faut changer. Donc, vraiment... on est en crise actuellement, mais il y a aussi, c'est certain, le après-COVID qui va avoir un impact. Bien, je pense que on sort tout du cadre. Hein? Il y a notre normal et puis on dit souvent le nouveau normal, là, c'est complètement changé. Mais je pense que ça permet aussi de faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Autant de travail à distance, donner des cours à distance, on se voit en réunion à distance. Donc, il y a comme l'émergence de plein de nouvelles façons de faire. Nous, le milieu de vie, c'était très, très, très actif. Là, il est arrêté, mais c'est voir comment on arrive aussi à recréer ça autrement. Les boutiques n'ouvriront pas tout de suite, même si les boutiques ouvrent à Québec, parce que c'est mes bénévoles âgés. Il faut tout revoir ça. Puis la communauté aussi, qui en tout cas a été... très présente, très dynamique depuis le début là, en support, parce qu'on a arrêté les boutiques qui est du financement, on a annulé des événements, donc on a cet impact-là financier important et on sent vraiment la communauté très, très rapidement derrière nous, puis à nous soutenir là, dans ça. C'est vraiment bien aussi sur cette lancée-là, parlant de positif. J'aimerais savoir... c'est quoi les choses positives que vous avez vues dans la communauté durant cette crise de COVID-là, puis aussi peut-être des choses positives que vous aimeriez voir dans la communauté?
ce qu'on a vu dès le début dans la communauté, c'est que les appels qu'on a faits à l'aide, je veux dire à l'aide, mais directement, par exemple pour la nourriture, qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir offrir des repas, on a appelé des restaurateurs, des partenaires et on a une grosse partie des repas qui est fait... qui est donné pour nous. Là. Il y a le Fairmont est impliqué. J'ai Bouddha Station, qui est un entrepreneur qui a, avec notre demande, développé ce qu'il appelle Bouddha solidaire. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un, par exemple, achète un repas chez lui, c'est toujours livré. Lui avait déjà cette formule-là, mais il donne un repas à un organisme qui a besoin d'aide. Donc, chaque semaine, on reçoit 120 repas de sa part, qui est soutenu par la communauté. Là, il en fait tellement qu'il en donne à plein d'autres organismes aussi. Alors ça, c'est de l'aide alimentaire. On a réussi à en avoir de cette façon-là par des restaurateurs. On en cuisine aussi. Des gens qui ont perdu leur emploi, qui viennent le faire bénévolement. J'ai un cuisinier qui vient bénévolement tous les jours faire des repas. Fait que ça c'est quelque chose qui s'est mis en place très rapidement. Et les demandes de désinfectants aux différentes choses, on a vraiment une belle réponse rapidement à ce niveau-là. On a un groupe de gens aussi qui se sont mobilisés très, très rapidement pour nous aider à solliciter dans un cadre un peu urgence COVID. On perd des revenus, mais les services, eux, ils continuent, qui sont amplifiés à certains volets. Donc ça aussi, on a une très belle réponse de la communauté. Je donne un exemple que je trouve extraordinaire. On a dû annuler toute notre session de cours et parmi nos clients, il y en a 450 qui ont décidé que leur coût d'inscription, ils nous le donnaient en don pour nous soutenir. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment très beau. C'est des gens qui est impliqués, qui font partie de la WAI, mais qui ne donnaient pas nécessairement comme donateurs. Et pour eux, de dire, ben non, je ne veux pas un crédit, je veux un remboursement, je vous le laisse, on va s'occuper des femmes que vous hébergez avec ça. Et ça, c'est un geste super extraordinaire, multiplié, de gens qui sont très conscientisés. Et je pense que c'est ça que ça amène le COVID, la conscientisation qu'il y a une fragilité dans la population, il y a une fragilité dans le financement des organismes qui ont la force de s'autofinancer énormément habituellement, mais dans un contexte comme ça, qui perdent une grosse part de leur financement, mais que le besoin, lui, est encore là. Je pense qu'on a cette belle occasion-là, puis les gens se sentent concernés. C'est super. Puis c'est ça, j'ai l'impression aussi que ça renforce le filet social, le filet de sécurité sociale. Les gens se mettent beaucoup ensemble, puis on pense pas nécessairement toujours communauté, mais j'ai l'impression que dans des moments comme ça, on pense beaucoup plus à la communauté dans laquelle on vit. Oui, bien, je pense que c'est tout à coup près de tout le monde. Ouais. Des fois, les gens se sentent loin, puis c'est près des gens. Puis j'ai une initiative qui coûte rien, puis qui est vraiment le fun, qui est faite par des ambassadrices de la WAI. On s'est rendu compte que le besoin d'aide, ben, il est chez tout le monde. Hein? Il est chez nos résidentes, mais c'est très, très demandant pour l'équipe. Alors, ils sont en train d'écrire des lettres individuelles à nos intervenantes pour dire, là, je sais pas, on est avec vous. Parce qu'on entend beaucoup parler des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des gens dans le réseau de la santé, mais tout le réseau de services sociaux se retrouve dans une situation difficile aussi. Alors, des fois, c'est ça aussi, c'est une tape dans le dos, c'est un bravo, c'est lâchez pas, on a besoin de vous, qui fait une différence là, pour c'est certain que les intervenantes sociales sont des intervenantes de première ligne. Ils vont travailler beaucoup aussi avec les gens sur certaines choses qu'on ne voit pas nécessairement. Ils vont travailler plus avec les gens sur la santé mentale, sur comment améliorer son bien-être, pas nécessairement la santé physique, mais c'est super important, puis surtout dans un contexte de crise comme celui-ci. Oui, il y a quelque chose de très collectif dans ça aussi, là. On demande à chacun de prendre ses mesures pour se protéger et pour protéger les autres. Donc, c'est quelque chose qui fait, en tout cas dans le message aux résidentes, à l'équipe, qui est super important parce qu'on a toute une responsabilité individuelle et collective. Puis ça, je pense que les gens le sentent. Oui, vraiment. Puis, je me demandais aussi, nous, en tant que Canadiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la YWCA Québec? Quelles sont des actions qu'on peut prendre en compte pour vous aider? La première chose qui me vient, puis on a parlé, c'est il y a comme un effet un petit peu pervers, je trouve, du COVID,
qui est le fait où, oui, on accueille des gens victimes de violences, itinérance et tout ça. La réalité depuis le début de la crise, c'est que les demandes ont diminué. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que les demandes ont diminué, les demandes directes ont diminué aussi. Ça veut dire qu'on a plus, les demandes viennent plus de références, mais ça ne veut pas dire que la détresse a diminué. Au contraire, Non. je pense qu'on est dans une situation où la détresse, elle a augmenté chez les gens, chez eux. On le sait en violence conjugale, c'est encore plus difficile de demander de l'aide. Les gens n'osent peut-être pas en itinérance ou dans des situations difficiles sortir de leur situation ou ne sont pas, eux non plus, dans des situations toujours sécuritaires. Fait que le premier appel que j'ai le goût de faire aux gens, c'est d'être alerte autour d'eux. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de détresse dans nos clientèles, mais dans toute la population. Puis ça, je pense que pour tous les Canadiens, partout au Canada, je pense qu'on a à être alerte, on a à s'informer des autres. On le sait, la violence conjugale, c'est caché, donc c'est souvent des gens qu'on ne le sait pas qui sont en détresse puis qui vivent ça. Ouais. Je pense que c'est de s'informer, de laisser la porte ouverte, d'être alerte, puis à la limite de dénoncer si on entend, là, ça arrive qu'on les lance pas des chicanes de famille nécessairement. Non, Là. c'est ça. Je pense que j'ai le goût d'inviter les gens en premier, à être alerte, s'informer, puis demander de l'aide, dénoncer, de ne pas hésiter. Puis oui, c'est les why, mais une ressource qui les interpelle, il faut le faire. C'est vraiment, je pense, collectivement, il ne faut pas hésiter à tendre la main ou à nous demander de l'aide si c'est nécessaire. Là. Puis j'ai l'impression que dans un contexte comme ça, où c'est une crise qui est sociale, c'est une crise qui est mondiale aussi, on a tendance peut-être à se dire « Ah ben oui, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, mais il se passe tellement beaucoup de choses, il y a tellement d'autres personnes qui ont besoin d'aide, puis tout ça, que je vais pas le faire. » Mais il faut vraiment prendre en considération que notre santé mentale, puis que nos besoins à nous sont super importants. Donc, il faut pas laisser ça de côté, puis c'est vraiment vrai que c'est ça, il faut être alerte pour soi, mais aussi pour les autres. Oui, oui, je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est le premier message que j'ai le goût de lancer parce que c'est à la portée de tout le monde, premièrement. Donc, je pense que, puis ça fait une différence énorme. Le deuxième, ben, je nommais des exemples de gestes de solidarité qu'on a beaucoup, beaucoup sentis à Québec en dons d'argent, en dons de temps, en repas, en gestes d'encouragement. Puis je pense on ne se le cachera pas, on a des grosses pertes financières, ça a un impact à court terme, ça va en avoir à long terme et le besoin ne va pas diminuer. C'est sûr que je pense que ce soit Québec ou les autres ouailles, ce support financier-là, tout le monde sait quoi faire avec. On a des besoins de base à couvrir, à combler, puis on veut vraiment continuer à le faire. Alors ça, c'est un incontournable aussi. Oui. Puis la grosseur du don, ça n'a pas d'importance. Si tout le monde donnait un petit montant, ça ferait tellement une grande différence. Fait que j'imagine que c'est un grand besoin. Je prends l'exemple des inscriptions que les gens ont donné le don. Il y en a que c'est 20 $, 50 $, mais au final, c'est une 30. Je pense qu'on a dépassé 30 000 $ de cette façon-là. Wow. Chaque petit geste cumulé à celui des autres, ça fait la différence. Là. C'est vraiment incroyable. Là. Fait que oui, il y a vraiment ce volet-là. Puis l'autre chose, je pense, c'est j'ai goût de dire, de parler de ce qu'on fait, de parler de nous, parce oui, on travaille avec la communauté, on travaille avec les gouvernements, mais je pense qu'on fait tellement de choses que les gens ne sauront jamais assez ce qu'on fait. De quelle façon on fait la différence. Si vous connaissez les why, parlez-en. Si vous fréquentez votre why ou peu importe de quelle façon, je pense que faut comme en parler de ce qui est fait, puis que ça continue. Les why, ils continuent sur le plancher, ils continuent à distance, sont toujours là. C'est pas des organismes qui ont arrêté. Au contraire, on est vraiment, vraiment au front de différentes façons. Oui, puis les YWCA, on fête notre 150e anniversaire cette année, puis on
on fait souvent des petites blagues en disant qu'on est le secret le mieux gardé parce qu'on fait tellement de choses. Oui. Les gens ne savent pas nécessairement tout ce qu'on fait. Puis c'est différent d'une ville, d'une province à une autre. Donc, c'est vraiment une bonne idée de se renseigner sur ce que les YWCA font. Je pense que les gens vont être surpris aussi de voir à quel point on a un impact dans la communauté, puis on fait beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que, tu sais, ce qui est très... Les Y font la différence auprès des femmes, auprès des filles, auprès des familles au Canada. Puis ça, c'est partout, là, ce volet-là. Et le nombre de personnes touchées dans chaque communauté, c'est incroyable, cet effet-là. Donc, oui, il faut propager l'information. Super, mais merci beaucoup. Ma dernière question, ça serait, est-ce que vous avez un message à transmettre autre que ce qu'on a parlé aujourd'hui ou c'est ça, c'est ma dernière question. Un message à transmettre, c'est drôle parce que dans plein d'exemples qui me sont arrivés dans les derniers jours. Puis c'est sûr que la réalité Québec aussi en ce moment, c'est la ville qui a été peut-être le plus rapidement, la ville, la province qui a été le plus rapidement confinée et le plus confinée. Là, on voyait c'est ici que les gens l'ont plus respecté. Puis en même temps, on est la première à se déconfiner. Fait que là, c'est très difficile de se réajuster. Les gens vivent beaucoup, beaucoup de peur. Hein. On a acheté que c'était très dangereux, qu'il faut rester un peu plus isolé. Tout à coup, on recommence à se côtoyer. Fait que moi, ce qui me vient, c'est vraiment faut prendre soin. Je pense qu'il faut prendre soin de nous. Hein. Je pense que l'image du masque dans les avions où on se met notre masque à oxygène en premier pour aider les autres après, il faut prendre soin de nous, il faut prendre soin de nos proches. On voit des gens qui craquent. On voit des gens qui ne craquent pas, mais qui sont impatients, qui sont plus intolérants aussi. Puis ça, je pense que c'est aussi une autre manifestation de ce qui se passe, qui ne sort pas dans les larmes, mais qui sort autrement, puis qui malmène un peu les autres qui vont moins bien. Fait que mon dernier message, je pense collectivement, c'est prenons soin de nous, prenons soin des autres, prenons soin de notre communauté, de nos organismes. Et je pense que c'est une ligne qui va tous nous aider là, à passer à travers, puis à apprendre à vivre autrement, surtout parce que on en a, je pense, pour longtemps, mais il faut apprendre on va s'enrichir de ça, je pense, en bout de ligne, mais il faut se donner le droit d'apprendre puis de faire des erreurs à travers ça. Oui, puis de changer des façons dont on travaille, des façons dont on côtoie les autres gens, c'est vraiment de s'adapter à l'après-crise, justement. Oui. Bien, merci beaucoup pour cette discussion-là. C'était super plaisant. Merci vraiment beaucoup, Katia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.